Sénégal au Burkina Faso. Macky Sall est arrivé en fin d'après-midi à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Mobilisation contre la vie chère au Burkina Faso à l'appel de la coalition contre la vie chère. Des meetings ont été organisés par syndicats et organisations de la société civile à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Nous aurons également la réaction du chef du gouvernement burkinabé dans ce journal. Et puis le Premier ministre qui poursuit sa tournée à l'ouest du Burkina Faso, Luc Adolchao, s'est intéressé à des unités industrielles et à visiter des chantiers de construction d'infrastructures hydrauliques. Ce sont les titres du 20h de la télévision de Burkina. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le président sénégalais Macky Sall est arrivé en fin d'après-midi à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Un séjour qui sera mis à profit pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Sénégal dans plusieurs domaines. Le président du Faso a accueilli son hôte à son arrivée, Évariste Kombari. Plus d'un an après son élection, Macky Sall foule pour la première fois le sol du Burkina Faso en qualité de président du Sénégal. C'est le président du Faso, Blaise Compaoré, en personne, qui est venu accueillir son hôte. Protocole et solennité obligent, les hymnes nationaux du Sénégal et du Burkina Faso ont retenti à l'aéroport. 72 heures, c'est le temps que va durer la visite du président sénégalais au Burkina Faso. Au cours de ce séjour, Sénégalais et Burkinabés vont partager des connaissances, mais aussi des expériences dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, je suis heureux de venir lui rendre visite à un pays respecté, le Burkina Faso, pour son modèle de développement, pour sa conviction que seul le travail paye. Et surtout, dans plusieurs domaines, je pense que nous avons des expériences à échanger, mais surtout des connaissances aussi à partager dans le domaine particulièrement de l'hydraulique, de la maîtrise de l'eau, de l'agriculture, dans le domaine de la protection de l'environnement. Ce que nous souhaitons, c'est bien sûr, au cours de son séjour ici, nous puissions bien sûr voir comment donner plus de vigueur à nos relations bilatérales, mais aussi, comme il l'a dit, nous avons tous deux, Sénégal et Burkina, depuis des décennies, joué un rôle dans la construction de l'Afrique de l'Ouest. S'agissant du Mali, le président Macky Sall estime qu'en dépit des difficultés rencontrées, le dialogue doit se poursuivre, les élections aussi. Lorsqu'un pays sort d'une crise aussi grave que le Mali l'a connue, forcément qu'il y ait des soubresauts, un candidat qui abandonne, ne doit pas remettre en cause le processus. Comme disait le président, même à Kaboul, il y a quand même eu des élections. Comme il fallait s'y attendre, les Sénégalais du Burkina Faso, qui auraient élu Macky Sall à 95%, ont effectué le déplacement pour accueillir non pas un candidat, mais le président de tous les Sénégalais. On est ravis, on est content de le voir. On est là seulement pour le voir. Même si on doit dormir, on dort ici. Aujourd'hui, on l'attend. On attend beaucoup de choses de lui. Et puisqu'on a une rencontre avec lui demain, on aura l'occasion de lui faire part de nos préoccupations. Macky Sall est le 4e président du Sénégal. Il a été élu en 2012 avec plus de 65% des voix au terme d'un second tour contre le président sortant, Abdoulaye Wade. Et comme nous le disions en titre, c'est une vague de protestation contre la vie chère ce jour au Burkina Faso. À l'appel de la coalition contre la vie chère, des organisations de la société civile ont appelé les populations à un meeting ce matin à la Maison du Peuple, un rassemblement pour dénoncer certains mots tels que la fraude, la corruption et l'impunité et réclamer plus de liberté. Maxime Zongo. Banderoles, pancartes, casseroles, sacs vides et bien d'autres objets, les moyens d'expression étaient multiformes et diversifiés. Cette mobilisation, selon les intervenants, pour dire non au renchérissement du coût de la vie et exiger que des mesures vigoureuses soient prises afin de satisfaire les revendications et atténuer la souffrance de la population. Le gouvernement a augmenté des prix. Il a même annoncé l'augmentation d'autres produits de grande consommation. Ensuite, il y a eu des débats qui se sont engagés au plan national. Et ces débats-là interpellent également des composantes de la coalition. Mais, comme vous le savez, la coalition, c'est un réseau de plus de 40 organisations. Donc,
pour nous accorder là-dessus sur des questions d'ensemble de ces genres, des questions importantes pour que chaque composant de la coalition s'y retrouve. Il fallait des rencontres et des discussions. C'est que nous avons mené depuis juin. Depuis le 18 juin, nous avons fait un message à nos structures pour les appeler à la journée nationale de protestation. Nous avons dit que dans certains grands centres, ça sera des meetings. À d'autres, les gens qui peuvent toujours organiser des marches, mais donner l'accent au meeting pour pouvoir faire passer le message de la coalition. Pour les premiers responsables de la coalition contre la vie chère, ce meeting était non seulement destiné à exprimer des positions, mais aussi à donner des mots d'ordre. Ces mots d'ordre restent vigilants et soudés, car cette manifestation n'est que le début d'une mobilisation qui va se poursuivre et s'inscrire dans le temps. Et au cours de ce meeting de protestation contre la vie chère, Tolé Sagnon a donné sa lecture sur la vie chère, ses origines et ses implications. Le porte-parole de la coalition a également indiqué la direction vers laquelle les travailleurs devraient orienter leurs actions de lutte. Ses propos au micro de Maxime Zongo. Partout, il y a des politiques criminelles et antisociales qui sont mises en œuvre contre les intérêts des peuples. Et ça, c'est à travers le monde. Au Burkina Faso, en réaction à ces politiques, partout les gens sont debout et ils se battent. Les gens se battent pour améliorer leurs conditions de vie, c'est vrai. Mais c'est insuffisant si vous voulez changer les choses dans ce pays. C'est insuffisant parce que lorsque vous allez décider d'un changement en votre faveur, en faveur du peuple, il faut savoir qui est à la tête de ce changement. Qui sera à la tête de ce changement? Est-ce que cette personne ou cette équipe ne va pas ramener les mêmes politiques néolibérales? Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ouvrez l'œil. Parce qu'il ne s'agit pas de dire un tel, on ne te veut pas, et un tel, un autre vient s'asseoir, il fait la même chose. Même tonalité à Bobo Dioulasso, où syndicats et sociétés civiles donc ont à leur tour pris d'assaut la bourse du travail de la ville de Sia pour donner de la voix contre la vie chère. Outre le message officiel de la coalition, l'on a passé en revue ce qui entrave le développement de la région au cours de ce meeting suivi pour nous par Sanoa Christine Koulibaly. À cette tribune accolée à la bourse du travail de Bobo Dioulasso, responsables syndicaux, représentants des mouvements et associations de la société civile se sont succédés pour égrener les mots qui minent selon eux les différents secteurs sociaux du Burkina Faso avec un accent particulier mis sur le cas de la région des Hauts-Bassins. L'éducation, la santé, les questions de lotissement et les récents événements dans la ville de Bobo Dioulasso n'ont pas été omis au cours de ce meeting qui avait pour but d'interpeller les pouvoirs publics sur la cherté de la vie. Ce que nous attendons des autorités, c'est qu'ils prennent au sérieux les préoccupations des citoyens, que ce soit les citoyens organisés ou non organisés. Quand des citoyens organisés posent un problème, il faut qu'ils écoutent. La coalition contre la vie chère et ses sympathisants espèrent donc que ces préoccupations trouveront une oreille attentive. Et la réaction du gouvernement burkinabé à cette mobilisation contre la vie chère et qui dénonce la détérioration des conditions de vie des populations est immédiate. Le Premier ministre annonce que dès ce lundi, le gouvernement va ouvrir des concertations pour voir dans quelle mesure soulager la souffrance des populations en baissant le prix de certains produits. Nous écoutons la réponse donc du Premier ministre à ce mouvement de protestation. Il est au micro de Drissa Siri. Nous saluons le fait que ces manifestations se tiennent dans le calme. Et après ces manifestations, nous allons également engager dès la semaine prochaine des discussions avec un certain nombre de groupes sociaux pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Si on nous propose, parce que si on nous propose des solutions, nous qui sommes réalistes et réalisables, nous le ferons. Donc ces négociations vont démarrer dès lundi avec plusieurs commissions pour voir. À la fin, nous allons identifier les produits qui méritent. Si nous pouvons faire un effort encore pour les subventionner, nous allons les subventionner pour que effectivement les gens puissent pouvoir vivre de façon beaucoup plus décente.
L'on se rappelle également le mouvement d'humeur des travailleurs des médias publics le 16 juillet dernier pour signifier leur mécontentement et réclamer de meilleurs traitements. Tout en inscrivant cette action dans le cadre de l'expression démocratique, le Premier ministre appelle au dialogue et à la concertation mutuelle. Nous suivons Luc Adolphe Thiao, toujours au micro de Drissa Seri. Je peux rassurer les organes de presse que nous travaillons à renforcer la liberté de la presse au Burkina Faso, y compris dans les médias privés et publics. Nous souhaitons qu'il y ait plus de professionnalisme, aussi bien dans la presse publique que dans la presse privée. Ça sert notre pays, ça sert les journalistes. Je sais qu'il y en a qui se battent aussi dans la presse privée pour cela. Il y a des médias sérieux, ça je le dis. Je suis fier de fois quand je lis certains journaux, il m'arrive de temps en temps d'écouter certaines chaînes de radio ou bien certaines chaînes de télévision, il y a des professionnalismes. Mais quand il y a des insuffisances, il faut le dire. On ne peut pas critiquer chez quelqu'un ce qu'on ne fait pas soi-même. Il faut qu'on soit rigoureux. Si on critique certaines choses, il faut aussi qu'on accepte de se critiquer soi-même. C'est ainsi qu'on peut avancer. Et moi, je pense que j'ai noté, bien sûr, cette humeur. Je dis ça s'inscrit dans l'air du temps. Donc, chacun pense qu'en défiant le gouvernement, il se fait voir. Mais moi, je pense que je reste ouvert à la discussion et je peux rassurer les journalistes, qu'ils soient de la presse privée ou de la presse publique, que nous ferons le maximum pour leur apporter une solution à leurs problèmes. À Ouagadougou, les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès ont rencontré hier 19 juillet les commerçants de la ville. Remerciements et bilan de la marche du 6 juillet organisée par le CDP ont été les principaux points de ces échanges. Occasion pour le secrétaire exécutif national du parti d'évoquer la question du Sénat, Ismaël Diloma Sirima, Adama Koulibaly. Face aux commerçants et aux travailleurs du secteur informel, les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont manifesté leur gratitude. Le CDP leur témoigne sa reconnaissance pour leur participation massive à la marche du 6 juillet dernier organisée par le parti. Nous les avons rencontrés ce matin, d'abord pour les remercier, leur dire merci. Merci d'abord leur loyauté à l'égard de notre parti. Et nous les avons rencontrés pour leur dire également merci. Merci pour tout le travail qu'ils font, toute la contribution qu'ils font pour la paix. À cette rencontre, Assimi Kwanda a également évoqué la question du Sénat. Pour le secrétaire exécutif national, la mise en place de cette deuxième chambre du Parlement répond au respect des dispositions de la Constitution burkinabé. Et à ce sujet, il invite les membres sympathisants du parti à soutenir la mise en œuvre du Sénat. Voilà, nous repartons sur les traces du Premier ministre à l'ouest. Luc Adolphe Thiao a lancé ce matin les travaux de réhabilitation du barrage de Moussodougou. La digue du barrage sera renforcée dans un délai de 8 mois sur le temps qui a été accordé à l'agence d'exécution. Plus de 15 milliards de francs CFA seront mobilisés par le budget de l'État pour cet ouvrage qui participe au développement économique et social dans les cascades Drissa Seri. À l'intérieur du pays comme à l'extérieur des frontières, tout le monde s'était mis d'accord. La digue du barrage de la Komoé dans la commune de Moussodougou risque de s'effondrer du fait d'une menace grave avec de très fortes infiltrations. Les cris d'alarme a été entendu. Le gouvernement a mobilisé 15 milliards de francs CFA pour réhabiliter l'ouvrage. Sous la coordination de l'Agence d'exécution des travaux eau et équipements rural AGT, l'expertise marocaine en entreprise aura 8 mois pour consolider les fondations du barrage. Il s'agira de réaliser une coupure étanche par rideau de pales planches pour éviter l'infiltration de l'eau. Tout le monde aura la certitude que nous sommes bien assis. C'est un barrage qui est fiable pour encore, je dirais, des décennies et des décennies encore pour l'économie de la localité et même du pays. Et vous avez entendu tout à l'heure les autorités parler d'une possibilité de rehausse, justement avec la qualité du travail que nous escomptons. Cela nous suggère même des idées supplémentaires, à savoir que ça va nous permettre, le barrage sera tellement sécurisé que nous avons envie de ne pas en rester là. Et comme la région est confrontée à un manque, je dirais, crucial d'eau,
Vous avez vu que même les 38 millions ne suffisent pas pour les exploitations. Nous avons imaginé une solution de rehausse pour augmenter la capacité. Tout a été mis en œuvre pour que le barrage de Moussodougou retrouve son lustre d'antan. C'est un maillon essentiel dans le développement socio-économique de la région. Ces potentialités servent à irriguer à la fois les champs de canne à sucre de la SN Sosico, à approvisionner les villes de Banfora et de Bérégadougou en eau potable, à irriguer la plaine de Karfiguela et à mettre des ressources halieutiques à la disposition des populations riveraines. À travers la sécurisation du barrage, le gouvernement espère améliorer de façon accrue les conditions de vie des populations par le développement de l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'accès à l'eau potable. Je voudrais aussi rappeler les populations de la région des Cascades et surtout de la Comoé pour dire que ce problème nous tient à cœur parce que comme le Burkina Faso a été quadrillé au niveau du département en charge de l'eau en 5 bassins hydrographiques, surtout que la région des Cascades fait l'objet d'un bassin hydrographique. Et il y a un mois exactement, jour pour jour, que le comité de bassin qui est chargé de la gestion intégrée des ressources en eau dans ce bassin hydrographique-là a été mis en place. Donc c'est pour dire que tous ces acteurs-là seront impliqués dans la gestion de ce barrage. C'est vrai qu'on va réparer la digue, mais ce qui reste à faire, c'est l'entretien. L'objectif des travaux de confortement est de trouver une solution durable au problème de fondation du barrage. En lançant personnellement les travaux, le Premier ministre nourrit l'espoir de donner une longévité au barrage de Moussodougou, un outil de développement économique et social pour les générations présentes et futures des Cascades et du Burkina en général. Les installations d'adduction d'eau potable dans la ville de Sia connaissent un retard dans leur exécution. La visite du chef du gouvernement burkinabé devrait donner un coup d'accélérateur au chantier. C'est en tout cas le souhait de Béon Luc Adolphe Thiaw qui a encouragé les acteurs dans ce sens. Hahadi Sandamba. Béon Luc Adolphe Thiaw sur les chantiers du projet sectoriel eau potable en milieu urbain de Bobo-Dioulasso. Ici au quartier Belleville, un château d'eau en construction. Nous sommes à 48 heures du délai contractuel imparti, mais les travaux sont à environ 40% d'exécution. Inutile donc de parler de retard. Après avoir pris connaissance de la situation, le Premier ministre a donné des instructions fermes aux entrepreneurs de finir les travaux d'ici fin novembre 2013. Autre lieu, autre réalité, cap sur le site de construction de la nouvelle station de traitement des eaux à Nassau. Là également, le chef du gouvernement s'est instruit de l'état d'avancement des travaux. Contrairement au premier chantier visité, ici, l'on est à 70% d'exécution des travaux et l'entreprise est dans le délai. Cependant, l'unique problème qui entrave le bon déroulement des travaux, c'est la procédure de dédouanement de matériel importé par l'entreprise. Après les échanges, Béon Luc Adolphe Thiaw a félicité l'entreprise pour le respect du cahier de charges et il a promis donc de trouver des solutions quant aux longues procédures douanières. Apparemment, il y a un problème. Avec le ministre de l'économie et des finances, nous allons voir ensemble comment simplifier les procédures pour que les entreprises, le matériel importé ne traîne pas parce que ça joue énormément également aussi sur les délais d'exécution des projets. Ce que je peux vraiment, c'est un appel vraiment aux entreprises qui sont encore en retard pour que vraiment elles fassent l'effort nécessaire pour vraiment terminer les travaux. Pour le premier responsable de la Nationale des eaux, la visite du chef de gouvernement sur les différents chantiers est considérée comme un coup de fouet pour accélérer les travaux, d'où donc sa satisfaction. Je me réjouis de l'accompagnement du Premier ministre qui permet encore de confirmer les engagements au niveau de l'entreprise de traitement, mais d'amener également l'entreprise du château d'eau à respecter l'engagement qu'il vient de prendre pour fin novembre. Je crois que c'est le plus important. À terme, ces réalisations devraient permettre de couvrir à 94% les besoins en eau potable de la ville de Sia, et ce jusqu'à l'horizon 2030. A noter également qu'en plus du château d'eau de Belleville qui aura une capacité de 1000 m3, il y a 2 autres de 2000 et 1000 m3 qui sont en construction ici à Bobo-Dioulasso. Et tous ces châteaux d'eau devraient être fonctionnels d'ici la fin de l'année 2013. Discrètement installée dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso, la société Anatrans, spécialisée dans la transformation de la noix de cajou, a impressionné le Premier ministre par sa capacité opérationnelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de 14 000 tonnes de production annuelle destinées essentiellement à l'exportation et plus de 2000 employés, l'entreprise apporte à coup sûr sa pierre au développement économique et à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Drissa Seri.
Cette unité industrielle qui reçoit la visite du Premier ministre est le fruit d'un partenariat entre un Burkinabé, M. Auguste Boudou et des amis. Ensemble, ils ont décidé de monter à la sortie de la ville de Bobo-Dioulasso une société de transformation de noix de cajou. D'une capacité modeste au départ, la capacité de production de l'usine est passée aujourd'hui à 14 000 tonnes par an. Elle emploie environ 2000 personnes, dont une majorité écrasante de femmes. Le groupe fait un chiffre d'environ 4 à 5 milliards par rapport aux transactions de noix de cajou. Et en termes d'emploi également, c'est environ 2000 personnes quand même, directement. Et environ 7500 personnes de manière indirecte, sans compter les autres partenaires en ville, notamment les commerçants, les transporteurs, les transitaires, les douaniers, l'État même, etc. Au Burkina, on évalue la production d'anacarde à près de 50 000 tonnes par an. C'est là une filière porteuse qui ne demande que l'accompagnement des autorités pour jouer un rôle de levier du développement économique par la création de valeur ajoutée, tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté et à la réduction du chômage. Cette vocation sociale frappante, au-delà de la vocation économique de la société Anatrans, a été saluée par le chef du gouvernement. Je voudrais donc sincèrement féliciter les promoteurs de cette usine, la société Anatrans, qui vient de démontrer que nous avons un fort potentiel dans ce pays. Il n'y a pas d'autre issue pour le développement du Burkina Faso que de s'appuyer sur nos propres ressources, sur la transformation de nos propres ressources. Cela apporte une valeur ajoutée importante et comme je l'ai souligné également, cela permet aussi de faire des efforts dans le domaine du recul de la pauvreté parce que cette usine, elle n'est pas seulement économique, mais elle est aussi sociale. Et nous pensons que nous devrons, en tant que gouvernement, promouvoir ce genre d'unité. Nous devrons appuyer la filière de l'anacarde parce que ça a de l'avenir. Honorés par une telle présence, les promoteurs ont saisi l'opportunité pour évoquer le problème de proximité avec le poste de péage, source de désagrément pour les usagers de la société et le souci de disposer d'unités satellites pour porter le développement des activités. Sensible à ces préoccupations, le Premier ministre s'engage à mobiliser toutes les facilités pour soutenir l'expansion de la société Anatrans. Nous nous rendons au centre-est à présent où la protection sociale des agents de l'État a fait l'objet d'une conférence publique à Tinkodogo au profit des forces vives de la région. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires a à l'occasion lancé un nouveau produit, la télédéclaration des risques, des précisions avec Godefroy Bazi. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour a en charge deux régimes de protection sociale. Le régime de retraite des fonctionnaires, des militaires et des magistrats et le régime des risques professionnels des agents publics de l'État. Le premier est bien connu de tous, le second l'est moins. D'où cette campagne d'information et de sensibilisation autour des deux mamelles de la protection sociale des agents publics de l'État. Je dois retenir à l'issue des débats que les agents publics sont très attentifs au régime de protection sociale assuré par les textes de loi et confié à la Carrefour à leur profit. La Carrefour doit continuer les efforts de modernisation qui permettent un meilleur accès de ces prestations. À Tinkodogo, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale et les responsables de la Carrefour ont longuement échangé avec les agents publics autour de deux régimes de protection sociale. Une tribune qui a permis de lever des équivoques et d'expliquer avec force détail le régime de risque professionnel. Du reste, un nouveau produit a été lancé par la Carrefour pour permettre une déclaration rapide de ces risques. La télédéclaration des risques professionnels DERIP vient contribuer une nouvelle fois à la modernisation des prestations de la Carrefour. Aujourd'hui, tout le monde a Internet. Vous pouvez facilement vous asseoir et vous pouvez facilement remplir la fiche et puis cliquer sur enregistrer et puis déclencher le processus au niveau de la Carrefour. Mais il fallait bien le faire. Vous savez, lorsque vous êtes victime d'un accident de travail ou encore d'une maladie professionnelle, d'abord, vous ne pensez pas toujours à faire la déclaration. Et quand bien même vous voulez le faire, la loi vous fixe un délai très court de 2 jours pour le faire. Ceux qui sont loin peuvent être handicapés par ce délai et être handicapés également par la distance.
À Tinkorogo, une nouvelle occasion a été donnée donc d'instaurer le dialogue social et de travailler à lutter contre la précarité des agents publics de l'État. La France qui apporte un soutien financier et technique au projet d'appui à la modernisation de l'institution judiciaire au Burkina Faso, un financement de plus de 300 millions de francs CFA et un expert comme conseiller technique auprès du ministre de la Justice pour le projet prévu pour démarrer le 1er septembre 2013. C'est donc en substance les termes de la convention qui a été signée hier entre le chef du département de la justice et l'ambassadeur de la France au Burkina Faso, Ramatou Zidassié Sylvestre Da. Au-delà de cette chaleureuse poignée de main entre l'ambassadeur de la France au Burkina et le ministre de la Justice, ce sont plus de 300 millions de francs CFA que la coopération française met à la disposition du département de Dramane-Niamey-Ogo. Un financement qui va servir à la mise en œuvre du projet dit d'appui à la modernisation de l'institution judiciaire. Le démarrage effectif du projet est prévu pour le 1er septembre prochain et ce pour une durée de 3 ans. Nous avons signé aujourd'hui un projet qui comprend bien sûr une expertise technique, c'est-à-dire la mise en place d'un coopérant ici au ministère de la Justice, mais également de très très nombreuses formations à suivre auprès des magistrats, des greffiers, mais aussi bien sûr de l'administration pénitentiaire. Et puis enfin, si nécessaire, la mise en œuvre d'équipements ponctuels. Ce nouveau projet au profit du ministère de la Justice vient à la suite de 3 autres. Des projets tous financés par l'Hexagone et qui 20 ans durant ont permis au département de la justice de conduire ces actions de modernisation. Cette convention de ce matin vient en droite ligne avec d'autres conventions qui ont précédé et qui avaient pour objectif d'appuyer l'institution judiciaire afin qu'elle puisse continuer à jouer son rôle qui est de dire le droit, de travailler à ce que la justice soit une justice objective, une justice moderne, une justice qui réellement correspond aux attentes de nos populations. Le projet d'appui à la modernisation de l'institution judiciaire s'inscrit dans la dynamique des objectifs de la SCAD. Dans sa mise en œuvre, le ministère de la Justice va bénéficier de l'appui d'un expert technique mis à la disposition du Burkina par la France. La France, qui accompagne également la modernisation de l'administration douanière, vient d'octroyer un serveur à la direction générale de la douane, bien sûr. Son site intranet douanier fonctionnel depuis quelques jours. Cet outil va faciliter la diffusion rapide des informations et le stockage des données au sein de cette administration. Estelle Judith Assogba était à la remise de ce serveur. La Direction générale des douanes du Burkina modernise son administration avec la mise en place de son site intranet. Cette action marque un premier pas vers la dématérialisation, l'archivage électronique des données et la certitude d'une bonne conservation. C'est l'ambassade de France qui l'accompagne dans ce processus en mettant à sa disposition un serveur d'une grande capacité qui va améliorer les conditions de travail des agents. À la demande de la Direction générale des douanes, nous avons fait installer ici un serveur pour l'intranet des douanes qui permet, comme nous le savons dans notre monde moderne, de faciliter non seulement la rapidité de la diffusion de l'information, et dans le métier des douanes c'est essentiel pour éviter que les fraudeurs puissent fuir, mais également de stocker des données, de répertorier un certain nombre de données également, autant d'éléments qui contribuent à la performance de l'ensemble des services. Nous le savons tous et donc nous sommes très très heureux de concrétiser cette coopération par cet outil informatique certes, mais qui est surtout un outil opérationnel pour les douanes. L'ambassade de France n'est pas à son premier geste à l'endroit de cette structure. Du 24 juin au 5 juillet dernier, elle avait assuré le financement de 2 formations au profit des cadres des douanes. Des actions qui marquent une bonne collaboration entre les 2 parties et saluées ici par le premier responsable des douanes. Ils nous ont accompagnés pour mettre en place un système d'information, un intranet douanier, qui va permettre à notre administration, en tout cas, de diffuser l'information au sein de l'ensemble des agents. Donc, je voudrais profiter de votre micro pour dire très sincèrement merci à son Excellence et aussi merci à la France
qui ne cesse vraiment de nous accompagner dans le cadre de la modernisation de notre structure. Kulbila Sylvestre Sam, reconnaissant l'importance de cet outil pour sa structure, a rassuré les diplomates français que ses agents en feront un bon usage et une exploitation optimale. 2 années de formation au centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou pour acquérir connaissances et savoir-faire. Et ils sont déjà prêts pour tenter leur chance dans la vie active. Leur filière d'apprentissage, mécanique automobile, construction métallurgique, génie civil, électricité, bâtiment ou encore maintenance informatique. Voici donc la promotion 2013 de cette structure que nous présentent Moussaki et Jacques Lamissa Tarpara. Mécanique automobile, construction métallique, génie civil, électricité bâtiment et maintenance informatique, ce sont entre autres les filières de spécialisation de ces jeunes apprenants. Après 2 ans d'enseignement théorique et pratique dans le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, ils reçoivent leur attestation de fin de formation. J'avoue que ce n'était pas évident. Au moment où on commençait cette promotion, commençait sa première formation, rien n'était évident qu'on allait aboutir à ce résultat-là aujourd'hui. Donc je peux dire que je suis très très fier, très comblé d'avoir accompli une mission. Parce que c'était une mission pas facile. Bon, Dieu merci. En tout cas aujourd'hui c'est la joie au cœur. Bon, je souhaite tout simplement que ces sortants puissent mettre à leur actif la probité, le courage, comme on l'a dit dans le discours là-bas, et surtout la détermination. La question de l'insertion professionnelle de ces nouveaux certifiés était au centre des interventions au cours de cette cérémonie de sortie. Et pour le parrain, l'autonomisation de ces jeunes nécessite l'accompagnement de l'État. Si vous faites le parallèle entre les différentes filières qui ont été retenues pour la première promotion, moi je m'intéresse à la particularité en ce qui concerne la construction. On a vu des gens qui ont été formés en électricité, bâtiment, en construction. Si vous regardez de plus en plus, dans les villes secondaires, la demande est très forte. Et souvent, on n'a pratiquement pas d'offres, on n'a souvent pas de professionnels capables. Moi, je souhaite que mes filles puissent aller à la conquête du marché burkinabé. Cette cérémonie de sortie a également été une occasion pour le parrain de visiter les différents ateliers d'apprentissage. Ce sont donc des jeunes certifiés désormais aptes à servir le secteur public comme le secteur privé au Burkina Faso. Et des récompenses à l'appel le mardi 16 juillet dernier à Zignaré pour les plus méritants des élèves et des encadreurs de l'éducation, des acteurs de l'éducation, en tout cas de la région du plateau central. Ils sont plus d'une centaine à recevoir des récompenses pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes durant l'année scolaire écoulée. C'est une façon également de rendre hommage à l'école à la base de tout développement. Salinana. Avec un taux de réussite de 57,60% au certificat d'études primaires 2013, la région du plateau central célèbre l'excellence à l'école primaire. En récompense des efforts qu'ils ont fournis durant l'année scolaire qui vient de finir, élèves et encadreurs reçoivent des prix d'encouragement. Au-delà du simple rituel, cette remise de prix d'excellence à 110 lauréats traduit le souci de l'ensemble de la communauté éducative du plateau central d'optimiser et de valoriser le système éducatif. Il y a des écoles qui ont fait 100%, donc ça nous donne véritablement une satisfaction assez forte. Mais comme nous l'avions dit, les gens ne doivent pas dormir sur le laurier. Le combat reste encore à mener. Il n'y a plus de héros solitaires. Quel que soit le génie d'un homme, il a besoin de s'entourer des acteurs engagés et des acteurs pleins de volonté pour pouvoir réussir. Quand vous êtes déjà à un certain niveau, le tout est soit de vous maintenir à ce niveau ou peut-être de voler plus haut. Donc c'est ce message-là que nous leur adressons. Et chaque fois qu'il sera question de venir célébrer l'excellence, en tout cas, nous serons toujours à leur côté pour en tout cas les encourager. Et c'est au nom de ses camarades que la représentante des élèves a pris l'engagement qu'ensemble, ils vont cultiver les valeurs citoyennes, bien travailler afin d'aider leurs parents et pour plus de succès dans leurs études. Un mot de religion à présent. En ce mois de Ramadan, les galettes sont une denrée très prisée des fidèles musulmans pour la rupture du jeûne. On assiste à une multiplication des points de vente durant cette période. Commerçants et clients semblent visiblement tirer leur épingle du jeu.
Pourquoi un tel engouement autour de cette friandise? Y aurait-il une prescription particulière concernant la galette dans l'islam? Le sujet a intéressé Cécile Vesda. À Ouagadougou, tout comme dans les différentes localités du Burkina, on assiste en ce mois de Ramadan à une prolifération du commerce des galettes. Les points de vente poussent comme des champignons les après-midi au coin des rues et aussitôt envahis par des fidèles musulmans en carême. Rien à voir avec une quelconque exigence religieuse, nous confie-t-il, juste une préférence alimentaire. Ces galettes-là sont bonnes. Donc c'est à cause de ça que je viens payer ça pour aller casser mon carême là. Il y a beaucoup de choses pour casser le carême. Par exemple les dattes, les hommes comme Yamakou, tout ça là, ça y est là, mais moi je préfère les galettes là. C'est un choix. Quelquefois tamoro, quelquefois simplement la galette, quelquefois simplement le zomkoum. Et aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser la bouillie et la galette aujourd'hui. Les galettes, ce n'est pas trop lourd. C'est pas comme en fait un plat central consistant. Et donc sa consommation ne doit pas avoir de problème parce que c'est léger, ça se digère facilement, accompagné avec de la bouillie. Bon, c'est vraiment ce qu'on peut prendre avant de prendre un repas consistant en fait le soir. Selon la tradition du prophète Mohamed, il est conseillé de rompre le jeûne avec des dattes et de l'eau. Mais de l'avis des leaders religieux, l'esprit de cette recommandation prophétique voudrait que toute denrée alimentaire, en fonction des réalités de chaque localité, puisse être utilisée pour la rupture du jeûne, à condition qu'elle soit légère et surtout pure. Les galettes sont répandues au Burkina, sûrement dues à notre tradition. Durement dit à notre tradition, ce n'est pas en fait l'islam qui a amené ça parce que le pays originaire de l'islam, les gens ont les dates comme tradition. Chez nous ici en Afrique, les galettes en fait étaient aussi dans notre tradition. Les galettes, on en trouve à base de petits milles, de maïs et de riz pour ce qui est des plus répandus. Djeneba Ouedraogo utilise les petits milles. Avec ses sœurs, elles ont fait du commerce des galettes et de la bouillie une entreprise familiale. Elles disent utiliser en moyenne 200 kg de milles par jour. Tout comme Djeneba et ses sœurs, la plupart des vendeurs se frottent les mains au vu de leur chiffre d'affaires en cette période de carême. La clientèle a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup de commandes, on est vraiment occupés. Avec des galettes ou autres aliments, la tradition musulmane recommande aux fidèles de se réunir pour rompre le jeûne. À l'occasion, on partage la nourriture avec l'ensemble de la communauté, dont les plus pauvres. Cela permet, après la rupture, de faire ensemble la prière de Tarawih et de bénéficier ainsi de nombreuses grâces divines. Voilà, sport à présent, c'est parti pour les 9e championnats d'Afrique senior d'athlétisme de la région 2 à Ouagadougou. 9 pays prennent part à cette compétition. Hier, à l'ouverture, l'épreuve du 100 mètres a vu la victoire de l'Ivoirien Gogbo Kone. Marthe Kouala du Burkina Faso s'impose au saut en hauteur et aux 200 mètres. Modeste Ouedraogo nous donne les temps forts de cet événement sportif qui se déroule au stade du 4 août. Je déclare ouvert le 9e championnat d'Afrique senior de la région 2. Ça y est, c'est parti pour 2 jours de compétition. Les 9e championnats seniors africains d'athlétisme ont ouvert officiellement leurs portes vendredi soir sous une pluie battante. Sur 16 pays annoncés, 9 sont présents et le font remarquer à travers le défilé. Après les salam alek, place aux choses sérieuses. L'épreuve reine de la compétition, sans doute la plus attendue par le public, rend son verdict ce soir même. Dans un sprint serré, les concurrents se livrent à une rude bataille. À l'arrivée, l'Ivoirien Gogbo Kone en 10-40 s'impose de justesse devant Girac Obiané du Burkina Faso. Innocent Bologo est 3e avec un temps de 10-50. Donc c'était une mission difficile au fait, comme si on peut le dire. On l'a fait parce que c'est au pays, on doit compétir. Sinon réellement on est un peu fatigué par la tournée. On est juste arrivé avant-hier à Dakar. Après la tournée directement on a continué ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas couru au pays. C'est comme un dopage naturel pour nous de courir devant notre public. Vraiment je suis pas déçu pour cette soirée. L'Ivoirien on s'entraîne ensemble. C'est la loi du sport. Tu gagnes aujourd'hui, tu perds demain. Et c'est le fair play. Salut toute la population burkinabé. Chez les dames, la Malienne Dante est la reine du 100 mètres de la région 2. Voilà, c'est elle qui m'a tapé premièrement. Je me sens très comblée parce que c'est la première fois que je remporte une médaille d'or
au championnat ouest-africain. L'autre belle performance qui a valu au Burkina Faso ses 2 premières médailles d'or de la compétition est celle de Marthe Kouala en saut en longueur et aux 200 mètres dames. Après quelques mois d'arrêt pour raison d'études, elle revient sur les pistes en toute puissance. Au lancer de poids, l'argent revient à Timothée Lengani du Burkina Faso. L'or est l'affaire de Tchalim du Togo. Les compétitions se poursuivent et prennent fin cet après-midi au stade du 4 août. Voilà, Marthe Kouala a bel et bien compétit au saut en longueur et non au saut en haute. Les voleuses burkinabées n'iront, elles, pas au championnat du monde 2014 du volleyball. Elles ont été battues par les Ivoiriennes par 3-7-0, mettant ainsi fin à l'espoir d'une belle aventure mondiale qui profilait à l'horizon burkinabé. Pour les dames, en tout cas, burkinabé, les éliminatoires dames ont pris fin hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Bangba David Kafando. Après le revers de 3-7-0 face au Ghana, premier pays qualifié pour le second tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2014, les voleuses burkinabées doivent impérativement gagner face à la Côte d'Ivoire pour s'octroyer le dernier ticket qualificatif. L'entame du premier set est difficile côté burkinabé. Les fautes se multiplient. Les voleuses ivoiriennes portées par leur capitaine Tian Danon dominent la partie. La Côte d'Ivoire remporte le premier set par 25-19. Le deuxième set confirme la domination des Oranges. La capitaine burkinabé Sylvie Kouro, Tenko Kebe et ses coéquipiers réduisent l'écart au score à 17-15. Mais les Ivoiriennes finissent par l'emporter par 25-18. 2-7-0 donc pour la Côte d'Ivoire. Bis repetitas au troisième set. Les voleuses burkinabées ne parviennent pas à refaire leur retard. Elles seront battues 25-14, soit 3-7-0. Le secret est très simple, c'était juste la récupération. Nous avons fait 2 jours de voyage. Les filles avaient cela dans les jambes lors du premier match, mais elles ont pu récupérer pour le second match. Vous avez vu ce qu'elles ont pris comme spectacle. Je pense qu'on a fait du beau jeu, on a gagné, je suis très content. Je suis un coach déçu. Et à la limite, j'allais dire que cela, normalement, vaut une démission. Je n'accuse personne, mais j'estime simplement que j'ai joué dans cette mission. C'est la toute première fois qu'on m'a confié cette équipe comme coach titulaire et vraiment le résultat n'est pas du tout satisfaisant. Victoire de la Côte d'Ivoire qui se qualifie avec le Ghana pour le second tour des éliminatoires qualificatifs pour la Coupe du Monde 2014. Les Burkinabés quittent la compétition sans engranger le moindre set en 2 sorties.